Il y a un pionnier de la scène électro-française, DJ Gilbert, qui a fondé le label Versatile, dont on fête les 25 ans cette année. Et je vous le dis ce soir, je suis immensément heureux, fier et enjoué de recevoir Gilbert sur Europe 1, parce que c'est un des pionniers de la musique électronique, mais de la musique tout court. À Radio Nova, tu étais responsable d'un moment de la playlist. J'écoutais tes émissions, tu m'as donné le goût de la musique, le goût des drums, comme tu dis, le goût du mélange, de l'héritage de Jean-François Bizot, de la sono mondiale, être ouvert sur toutes les cultures. Et c'est avec un immense plaisir que je te souhaite bienvenue sur Europe 1, Gilbert. Merci Mouloud. Comment ça va? Super. C'est un bonheur d'entendre ta voix, ça me fait voyager en fait. On a partagé, je vous le dis, vous qui nous écoutez, des moments assez dingues avec Gilbert. Ton album a un titre exceptionnel, c'est pour ça qu'on a passé la première heure à n'écouter que des morceaux de club. Ça s'appelle On danse comme des fous. C'est disponible et tu viens de terminer un album avec Joe Dawarski. Quand est-ce qu'on pourra l'écouter? Bah ça, ce sera dans au moins un an, je pense. Ouais. Parle-moi de ce titre d'album déjà, On danse comme des fous. Ah bah écoute, je trouvais que ça tombait à un moment où justement pas grand monde dansait et qu'on avait besoin peut-être un peu d'une danse un peu mentale. Ouais. Donc c'est un peu cette association-là que j'ai voulu réaliser, puis avec un petit côté, vu que l'ensemble des morceaux est quand même assez calme, donc il y a un petit côté ironique aussi dans le titre. C'est quoi les morceaux qui donnent envie de danser comme un fou? Bah c'est plus à la limite des styles où je sais pas, des trucs de techno un peu énervés, des trucs de trap assez cool. Il y a plein de choses qui donnent envie de danser. Qu'est-ce que je t'aime, toi? Je te le dis comme ça, j'arrive pas à lui parler. J'ai envie de lui attraper les joues, de lui dire que je l'aime. C'est Gilbert. Gilbert, tu es né à Nice, exact? Exact. Quel a été ton premier contact avec la musique? Mon premier contact avec la musique, c'était les mercredis après-midi que je passais avec mon grand-père qui m'achetait un 45 tours chaque semaine. Et ils avaient une petite platine chez eux et je m'amusais avec leur tourne-disque et un magnétocassette. C'était ça mon premier contact. Quand est-ce que Gilbert est devenu DJ Gilbert? Alors c'était... je suis content qu'enfin quelqu'un me pose cette question. Parce qu'en fait, c'était assez rapide, c'était à Nova. Ouais. Et je commençais à beaucoup jouer en DJ et il fallait que je trouve un nom, quoi. Ouais. Et donc j'ai dit à Loïc et tout, qu'est-ce que t'en penses, Loïc, avec qui je travaillais à l'époque. DJ Loïc. Et qui s'appelle DJ Loïc. Et donc c'est lui qui m'a trouvé ce nom de DJ Gilles R. Et donc qui était censé être temporaire, mais qui finalement. Parce qu'il faut le rappeler, il y a une petite facétie orthographique. C'est ça, exactement. C'est Gilles-R. Exact. C'était un truc qui était assez courant dans les années 90, en fait. Il y avait plein de bretons qui s'appelaient R1. Voilà. Le R et le 1. C'est ça. Voilà. Et donc en fait, le temps ayant passé, j'ai gardé mon nom et voilà. 1989, avant Nova, tu commences à faire des soirées qui s'appelaient les Soul Power. Tu dis que c'était un truc de pote qui a grandi avant de mal se terminer. Une méga baston. Ouais, c'est ça. En fait, on avait commencé à faire ça dans un petit club à Nice qui s'appelait le Fin Letters. Et en fait, à cette époque-là, donc c'était il y a bien très longtemps, 89. Donc il y avait que des soirées plutôt rock, new wave et tout. Et nous, c'était pas trop notre truc. On était plus dans des trucs justement funk, début du hip-hop, latine, etc. Donc on a fait nos propres soirées dans ce petit club. Et en fait, ça a hyper bien marché. Et après, on a fait ça dans un plus gros club. Et en fait, il y a des gens de Paris qui sont venus. Et il y a eu une embrouille de meufs dans le club. Et il y a eu vraiment une bagarre générale. Et moi, c'était un gros club, au moins 1000 personnes. Et moi, j'étais au premier étage. Le DJ était et je voyais ce truc d'en haut et c'était phénoménal. Ça s'est vraiment terminé avec des jets de mobylettes les uns sur les autres. Des jets de mobylettes? Ouais. Comment ça? Je pense dehors, il y avait une espèce de bataille rangée, quoi. Ah d'accord, c'est pas des gens qui rentraient dans la boîte avec leurs mobylettes. Non, ils sont sortis, ils ont pris des mobylettes dehors pour se balancer. Il y avait quand même un physio responsable qui disait aux gens, rentre sans ta mobylette, exactement. Tu la laisses dehors. C'est ça. Très bien, alors, intéressant. Comment t'es arrivé chez Nova? C'était quoi la première fois où t'as foulé les portes de Nova? Alors écoute, quand à l'époque où c'était une radio qui appartenait à Jean-François Bizot, je le rappelle. Exactement. C'est grâce à un mec qui s'appelle Marc Achlimi qui était un peu directeur d'antenne à cette époque-là, que j'avais rencontré à Nice. Et moi déjà, Nova à cette époque-là, c'était mythique pour déjà plein de gens. Donc on s'échangeait les cassettes, etc. Moi j'avais qu'une envie, c'est d'aller à Paris pour écouter Nova. Et donc comme j'allais partir à Paris pour essayer un peu de faire un ou deux trucs, je lui dis voilà, ça te dérange pas si je passe à Nova avant de. En fait, je jouais au Balajo, c'était ce club qui avait rue de Lappe avec Albert, c'est le mec qui m'a fait jouer en premier. Albert ou juste Albert. Mais avec un par contre AERT, quoi, tu vois. Okay. Et donc avant d'aller au Balajo, je suis passé à Nova et donc avec ma caisse de disques, et là j'ai rencontré Loïc qui s'occupait de la programmation et qui m'a dit c'est ta caisse de disques est cool et tout. J'ai un peu traîné, quoi, en fait. Parce qu'il faut le rappeler, aujourd'hui les DJ arrivent avec des clés USB. C'est ça. Toi tu te baladais avec une caisse de disques. Ouais, et c'est extrêmement lourd. J'étais assez content quand le USB est arrivé d'ailleurs, parce que des fois on peut se balader avec 50 kilos de disques
disque pour une soirée, quoi. Et donc voilà, donc c'est en fait. Tu fais encore partie des gens qui convertissent les fichiers du giga au kilo de disque. Oui. Je suis encore des gens qui encodent leur disque, quoi. Ah ouais. D'accord, ok. Ouais. Et tu sais, il y a plein de DJ aujourd'hui qui disent moi je ne fais que du vinyle et tout. Toi, au contraire, t'avances. Bah moi, en fait, j'achète toujours encore beaucoup de vinyle, presque essentiellement. Mais par contre, pour aller jouer, j'apprécie quand même, si tu veux, la légèreté. Et aussi, même technologiquement, je trouve ça assez cool de pouvoir avoir plein de disques sur une clé. Et voilà, de plus trimballer avec ce. Moi, j'ai pas du tout fétichiste du vinyle, mais par contre, j'adore ça hein, parce que il y a plein de trucs que je trouve en vinyle que je trouve pas en digital. Et puis, j'aime bien l'objet aussi. C'était un fétichiste de l'éclectisme et c'était la marque de fabrique de la radio sur laquelle tu travaillais à l'époque, c'était Nova. Absolument. C'était l'âge d'or de Radio Nova, même si aujourd'hui il y a des gens super qui travaillent là-bas, mais il faut le dire quand même. C'était un âge d'or. Il y avait toi et Loïc à la musique. On pouvait y croiser Laurent Garnier. On pouvait y croiser DJ Cut Killer. On pouvait y croiser Jamel Debbouze avec Omar Sy. Fred Testo, Michael Youn, il y avait une espèce de magma comme ça où, sans le savoir, c'est le monde moderne qui est en train de s'inventer en fait. Complètement, puis il y avait aussi une liberté que j'ai jamais retrouvée ailleurs. Chez Click. Ah oui, alors peut-être, écoute. Dans les mêmes bureaux d'ailleurs. D'accord. Ouais, et ça, en fait, c'est vraiment du fait de Jean-François Bizot, qui était, il avait une personnalité vraiment à part. Et pour moi, à partir du moment où Jean-François a disparu, bon voilà, le truc pour moi était terminé. D'ailleurs, je suis parti à ce moment-là. D'ailleurs, mon label s'appelle Versatile. C'est complètement dommage. On est tous partis à ce moment-là d'ailleurs. Ouais, on traînait plus là-bas. Ouais, alors qu'avant, c'était une adresse, on pouvait venir. Tu l'appelais Radio No Vibe, non? Ouais, je l'appelais Radio No Vibe, c'est vrai. Pardon. Excusez-moi. C'était pas méchant. Mais on a récupéré leurs locaux. Voilà. C'est bien. C'est bien, c'est sympa. On parle de locaux. Quand tu as monté ton label en 1996, le label Versatile, les premiers locaux dans lesquels tu as été hébergé, c'était ceux de Daft Trax, le label de Daft Punk. Exactement. En fait, parce que le premier maxi que j'ai sorti, en fait, à la base, Versatile, j'allais le faire avec Nova, et assez vite, j'ai compris que ça allait être très compliqué, et très rapidement, j'ai bougé, et j'ai décidé de le faire tout seul. Et donc, j'avais croisé les Daft à Nova, et je leur ai dit, voilà, moi, je fais mon label, c'est ça la première sortie, ils voulaient faire un remix. Ils me disent oui. Ils font le remix, et puis le truc explose un peu. Eux, ils n'avaient pas encore fait leur premier album, ils étaient juste en train de le faire. Et donc c'est vrai qu'ils ont été hyper cool parce qu'ils nous ont hébergés dans leurs locaux. On a fondé une structure de distribution ensemble qui s'appelait Funky Town, dans laquelle on distribuait donc un Versatile, Roulé et Cri d'amour. Et il faut rappeler quelque chose d'essentiel, c'est qu'à l'époque, toi et les Daft Punk, vous aviez quel âge pour être aussi structuré? Moi j'étais un peu plus âgé, j'avais 27 ans et puis lui devait en avoir 20 quoi. C'est pas non plus très vieux, tu sais. C'est pas non plus très vieux, mais eux ils étaient pour le coup vraiment ils avaient 20 piges quoi. Et quand tu vois deux types de 20 piges parce qu'à l'époque c'était pas du tout encore les robots, c'était des types issus de la culture techno qui mixaient dans les rêves et qui étaient très très underground. Quand tu les vois arriver avec cette volonté de structuration, qu'est-ce que tu te disais toi? Est-ce que c'était quelque chose d'impressionnant? Moi j'étais hyper impressionné, et puis aussi ce qu'il faut aussi savoir c'est que je pense qu'ils ont ouvert la porte en termes de business pour plein de gens qui sont arrivés après. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avant, quand tu signes dans une maison de disques, tu signais donc en tant qu'artiste avec un taux de royalties qui était assez bas, et quand eux sont arrivés, en fait c'est eux qui ont produit leur disque, qui l'ont licencié à la maison de disques avec un taux beaucoup plus avantageux parce que c'est eux qui avaient payé la production. Et donc ça a été un peu comme on va dire une jurisprudence après par la suite. Il y a plein d'autres groupes qui ont fait ça, et pour les artistes ça a été vraiment une ouverture. Je pense que c'est vraiment eux qui ont permis ce truc-là. Et cette culture de l'indépendance, elle a sauvé deux cultures en parallèle, le hip-hop et la musique électronique, la techno. Question très très simple, c'est quoi un label? Alors un label, c'est un endroit où on sort des disques et on s'occupe des artistes, et en même temps c'est essayer de à travers donc ces sorties de disques de promouvoir une vision de la musique qu'on a. Après la question simple, la question compliquée, pourquoi est-ce que Versatile, tous les artistes que je connais qui ont travaillé avec ce label disent c'est un label pas comme les autres? Parce que il y a un côté justement très libre et peut-être un peu imprévisible, et qui est, je pense, un peu notre force et en même temps un peu notre faiblesse, et qui fait que peut-être qu'on est là 25 ans après. Je pense qu'on a un peu un des derniers labels de cette époque-là, et je pense que tous les gens qui sont dans le label ont gardé un peu cette espèce de fraîcheur, cette espèce d'envie de découvrir des choses, et je pense que c'est un peu ça peut-être qui fait un peu notre spécificité. Il y a aussi une spécificité parce que la techno c'est quand même un monde que moi je connais de l'extérieur, donc ce que j'en vois de l'extérieur c'est que c'est pas des gens toujours très humains ou très accessibles humainement ou très sympas. Et Versatile, c'est quand même des gens très sympas. Alors peut-être qu'on n'est pas un label de techno alors. C'est ça. Mais tu vois ce que je veux dire.
dire. Ouais. C'est que souvent ça se prend très au sérieux dans la techno et que c'est pour ça que vous avez été au centre de ce qu'on a appelé plus tard la French Touch. C'est que la spécificité de la culture française, c'est que c'est quand même aussi une bande de copains avant tout. Ouais, mais après nous, je pense aussi, d'ailleurs, même dans toutes ces rétrospectives French Touch, on est souvent pas, tu vois, dans l'expo qu'il y a pas longtemps, on n'est pas dedans, etc. Chez nous, si. Non, c'est gentil. Et je pense que souvent, effectivement, on a été un peu de côté parce que nous, je pense qu'on avait la volonté de pas faire partie justement d'une clique ou d'une scène pour avoir justement plus la liberté de. Voilà, aujourd'hui, effectivement, je connais aussi bien des gens qui sont dans le hip-hop que dans la techno, que dans la house, que dans des choses un peu plus expérimentales. Et pour moi, la musique, je la vois vraiment comme un tout. Gilbert, tu vis à Amsterdam. Oui. Pourquoi tu nous as quittés? Que je vous ai quitté parce que à Paris ça devenait un peu stressant pour moi à un moment donné, cette vie, j'avais un truc un peu, j'avais envie de calme et donc voilà, j'avais des enfants qui avaient grandi et j'ai rencontré une femme avec qui je suis toujours aujourd'hui, qui est néerlandaise, et donc du coup tout ça, cette conjonction de choses fait que effectivement il y a 7 ans j'ai déménagé à Amsterdam, bon, qui n'est jamais qu'à 3h30 de Paris, mais voilà, et là j'en vois un peu les limites et c'est vrai que ça me manque en fait. Je me rends compte. Je le dis, ce soir à l'antenne d'Europe 1, tu nous manques à Paris. Okay. Vraiment, Gilbert nous manque là. Je tiens à le dire parce que des fois j'ai des mails un peu bizarres et tout ce que j'ai envie de dire c'est rentre, tu fais chier. Peut-être entre deux. Par contre, c'est assez agréable. Pour moi, c'était la première fois que j'allais habiter ailleurs, donc dans un autre pays. Et en fait, d'être un immigré, je trouve que c'est assez agréable, parce que tu vois les choses autrement. Mais après, voilà, tu vois aussi un peu les limites après un certain nombre d'années. Et tu dis que la France a quand même du bon. Ah, la France a vachement de bon. Ouais. Qu'est-ce qui te manque en France? Plein de choses, ma langue, mes potes, la bouffe, les rues, la vibe, un peu tout en fait. Fais gaffe dans les rues, à cause de Anne Hidalgo, c'est pas terrible en France en ce moment, à Paris. Tu fais un truc assez dingue, je vous le dis, des fois on reçoit des mails de DJ Gilbert à des heures pas possibles et tu enregistres tes rêves. Ouais. Et t'as enregistré un rêve sur Donald Trump. T'as croisé Donald Trump et tu lui as dit « Hey man !» Ouais, you know what just happened? Alors j'ai une proposition à te faire, Gilbert. Oui. Est-ce que tu veux pas nous envoyer un rêve par semaine sur Europe 1? Écoute, le truc, c'est ça qui est marrant avec ce projet, c'est que je suis un peu dépendant de ma production, si tu veux. Bon quand t'as un rêve, tu veux pas nous l'envoyer? Ouais, ok, j'en ai déjà 32, donc je peux t'en envoyer quelques-uns. Est-ce que je peux lire un rêve? Tu m'as envoyé un rêve. Est-ce que tu veux lire ou je le lis? Vas-y. C'est mieux que tu le lises toi. Ah bon? Tiens, j'ai décidé de pas répondre à ce mail. Je crains le pire. Voilà. Et je viens de le supprimer sans faire exprès. Ah merde, je suis nul en internet. Donc, j'ai reçu ce mail le 21 novembre 2021 et j'ai trouvé ça tellement singulier que je ne pouvais pas répondre par autre chose que de t'inviter ce soir pour te proposer de lire ce mail à l'antenne d'Europe 1. D'accord. Est-ce que tu veux lire ce mail que j'ai reçu un soir le 21 novembre 2021? Ok. Voilà. Mail de Gilbert. Voilà ce que je reçois dans ma boîte mail. Salut mon vieux. Je viens de rêver de toi cette nuit. Tu venais me voir à Amsterdam avec une meuf dans un magasin de disques Red Light Records. Il faisait beau et j'étais assis sur un genre de bureau, non pas en train de faire des drums, mais pas loin. J'enregistrais des samples. Là, tu viens, tu me dis, on va à un restaurant, mais il était midi et j'avais pas faim. Je te dis, tu sais où tu veux aller? Toi, tu me réponds, ce resto chinois, la mi fa sol, lol. J'ai pas enregistré comme cela. Bon, ouais, voilà. C'est bien, je peux le partager maintenant avec toi. Je l'avais pas enregistré celui-là. Donc la mi fa sol. Écoute, je le conseille à tout le monde ce resto. Qu'est-ce qui t'arrive dans la vie, mec? Reviens à Paris. Non, mais justement, c'est ça que j'aime bien avec ce projet, c'est des rêves, donc tu contrôles pas du tout ce qui se passe. Tu vois, c'est là où en ce moment tout le monde montre un peu sa fausse personnalité sur Instagram, un peu partout. Moi, je trouvais marrant justement de montrer quelque chose que je contrôle pas du tout, quoi. Et c'est sublime. Franchement, on a envie d'écouter ses rêves, mais t'arrives à c'est quoi? T'as un réflexe quand tu fais un rêve de dire, ok, je l'enregistre tout de suite, je garde des bribes. En fait, je mets un espèce d'enregistreur près de moi et dès que je le finis, je l'enregistre immédiatement. Et en général, je le mets en musique immédiatement, un peu le jour d'après, quoi.